Bonjour à tous, donc, je m'appelle Marius Brunet. Je suis doctorant à l'IRAP en première année. Je vais vous présenter le travail que je fais sur la détection d'événements transitoires en rayon X avec des algorithmes utilisant l'IA. Comme je dis, c'est qu'une partie de ma thèse, c'est pour ça que je pense que dans le programme, c'est pas exactement la même chose, parce que je fais travail aussi sur essayer de comprendre quel type d'événements transitoires on a vu et d'où ils proviennent. Donc ma thèse, elle s'inscrit sur l'instrument SVOM Éclair, donc qui a été fait en partie à l'IRAP. Donc SVOM, c'est une mission franco-chinoise dont le satellite a été envoyé il y a un peu plus d'un an maintenant. Et c'est une mission qui a un grand nombre d'instruments, parce qu'il y a à la fois un satellite qui a été lancé, on a aussi des instruments à bord. Et donc l'objectif, c'est de détecter ce qu'on appelle des événements transitoires. Donc il y a plusieurs types d'événements transitoires qu'on peut détecter. Ça peut être soit ce qu'on appelle des sursauts gamma, que je vous serai plus en détail après. Ça peut être des explosions dans le plan galactique, qui proviennent soit d'étoiles à neutrons, voilà. Et donc pour ça, il y a plusieurs instruments à bord de SVOM. Donc il y a l'instrument GRM et l'instrument Éclair, qui sont ce qu'on appelle les instruments de détection. Donc je vais me concentrer d'abord sur l'instrument Éclair, sur lequel on a travaillé à l'IRAP, sur lequel je travaille moi. Et après, on a un certain nombre d'instruments qui sont soit en optique, soit en rayon X, donc VT et MXT, ou alors les instruments au sol, qui sont aussi en infrarouge, et qui permettent de faire un suivi de certaines sources. Il y a aussi des sursauts gamma. Donc qu'est-ce que c'est qu'un sursaut gamma? Donc aujourd'hui, sursauts gamma, c'est les événements dans l'univers qui sont les plus puissants qu'on connaisse depuis le Big Bang. C'est des événements très puissants, donc des énergies qui dépassent 10 puissance 50 erg. C'est des événements qu'on peut donc détecter donc jusqu'à des distances très lointaines. Donc le redshift le plus lointain qu'on ait vu, c'est un redshift de 9,3. Et typiquement, c'est des événements qui vont produire ce qu'on appelle des jets ultra-relativistes. Donc, quand vous allez avoir deux objets compacts, typiquement des étoiles à neutrons, étoiles à neutrons, un trou noir, ou alors quand vous allez avoir une étoile massive qui va s'effondrer, lors de cet effondrement, on va avoir à la fois la production d'un trou noir et également il va y avoir un jet de particules à des vitesses qu'on appelle ultra-relativistes, donc ça veut dire très proche de la vitesse de la lumière. Et donc ces particules, elles vont interagir avec le milieu interstellaire et ça va potentiellement donner ce qu'on appelle donc un sursaut gamma. Un sursaut gamma, après, nous ce qu'on appelle sursaut gamma, c'est on s'intéresse surtout à ce qu'on appelle l'émission prompte. C'est-à-dire que l'interaction, tout d'abord interne au jet, va produire ce qu'on appelle l'émission prompte. C'est une émission qui se compose essentiellement dans les rayons X et dans les rayons gamma. C'est une émission qui est assez courte. Donc vous avez ici un exemple où l'émission dure à peu près 200 secondes. Et c'est une émission donc, qui est très très puissante. Et vous avez après ce qu'on appelle une émission rémanente, qui va elle provenir d'interactions entre le jet et le milieu interstellaire, et qui va elle par contre être beaucoup plus longue, et qui va se faire dans toutes les longueurs d'onde. C'est-à-dire que typiquement, là dans l'exemple que j'ai, elle dure presque une semaine, l'émission rémanente, mais elle peut durer plusieurs années, typiquement en radio. Et donc ce qu'il faut voir typiquement ici, c'est que cette émission rémanente, donc elle nous permet de faire énormément de physique. Typiquement, on va détecter les supernovas. Donc, c'est-à-dire que si c'est une étoile qui s'est effondrée sur elle-même, on va avoir une supernova. Donc, on pourra aider Felicitas à contraindre son problème. Mais par contre, c'est quelque chose qui va décroître en flux assez rapidement. Donc là, c'est un diagramme en logarithme. Donc, vous voyez que si on est en loi de puissance, c'est-à-dire que si on n'a pas détecté directement l'émission prompte, on n'a aucune chance de détecter la rémanence. Outre, on pourrait avoir beaucoup de chance. Et donc, nous, à l'IRAP, on travaille avec l'instrument Éclair. Donc, grosso modo, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un instrument qui a un grand champ de vue. Donc là, c'est écrit 2 stéradians. 2 stéradians, pour comparer, c'est en gros, on observe tout le temps un sixième du ciel. Donc, si vous voulez comparer à un instrument optique tel que James Webb, s'il observe 1000 fois moins, c'est déjà beaucoup pour lui. James Webb, il a un champ de vue très réduit. Par rapport aux instruments que vous avez en optique, nous, la différence, c'est que sur les instruments en X, on récupère chaque photon. Quand vous utilisez un instrument optique, vous récupérez qu'une image, nous on récupère tous les photons. Et par contre, la différence, c'est que nous, on a une précision de localisation qui est assez faible. Donc 13 arcs minutes, c'est à peu près 0,20 degrés. Donc c'est pas très précis comme instrument. Mais par contre, ça permet après d'utiliser d'autres instruments plus précis, mais à des champs de vue réduits pour pouvoir améliorer cette localisation. Donc la manière dont ça fonctionne, c'est que vous allez avoir ce qu'on appelle un masque codé. Donc, je vous ai ramené ici l'équivalent du masque codé d'Éclair, qui est en vérité beaucoup plus grand, mais
Malheureusement, j'ai pas à l'échelle 1 ici. Il y en a une au CNES si vous voulez. Et donc, je vais vous faire la démonstration. Donc, je suis pas sûr qu'on le verra en zoom. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Vous allez avoir une source éclairer une certaine partie de votre image décodée, et ça va projeter une ombre sur le plan de détection. La deuxième image que vous voyez là, et selon la position de la source dans le ciel, on va pas avoir la même ombre qui va être projetée, et on peut après, avec un système de convolution, réussir à reconstruire une image du ciel, ce qui nous permet de localiser une source. Donc ça, c'est l'objectif d'Éclair, c'est de réussir à localiser des sources. Mais le problème, c'est que donc on a, comme on regarde une très grande partie du ciel, on a énormément de bruit. Et donc on essaye d'utiliser d'autres algorithmes qui potentiellement nous permettraient peut-être pas que de localiser, mais à minima de détecter des sources gamma. Donc ça, on va passer. Et donc c'est pour ça qu'on a développé donc à l'IRAP ce qu'on appelle un trigger offline. Donc il y a un système de détection à bord. On en a également un au sol. Donc ça nous permet typiquement de tester d'autres méthodes, comme les méthodes d'IA. Aujourd'hui, il n'y a aucune méthode d'IA qui sont utilisées pour détecter des événements transistors en X. C'est quelque chose qui est finalement assez important. Ça va permettre de détecter à peu près 15% des GRB qui ont été vus par SVOM et par Éclair. Et donc ça permet aussi, entre autres, d'améliorer les paramétrisations qu'on a à bord. Donc il y a plusieurs méthodes pour ça de fonctionnement. Et donc je vais rapidement vous présenter donc la première qui correspond à la méthode dite de blind search, c'est-à-dire on va regarder dans toutes les données, est-ce que oui ou non il y a un moment un événement transitoire. Donc nous, ce qui va nous intéresser tout particulièrement, ça va être les différents types d'algorithmes de détection. Donc on va se concentrer sur ceux de machine learning. Mais il faut savoir qu'on a forcément une méthode de pré-traitement, parce que comme j'ai dit, on récupère chaque photon avec sa position sur le plan de détection et son énergie, et le temps d'arrivée. Et donc on passe forcément par une méthode de pré-processing avant. Et donc on peut produire plusieurs choses sur ce pré-processing. Et donc après, on les fait rentrer dans différents types d'algorithmes. Donc aujourd'hui, tous les algorithmes fonctionnent sauf ceux de machine learning qui sont encore en développement. Que je vais vous présenter ceux qui sont en développement aujourd'hui et potentiellement il y en aura d'autres plus tard. Donc il y a quelques années maintenant, il y a Benjamin Marcier qui a fait sa thèse ici à l'IRAP et qui avait développé ce qu'on appelle un démonstrateur. L'objectif, c'était de montrer qu'on pouvait théoriquement utiliser une méthode d'IA pour détecter des événements transitoires. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on partait des données d'Éclair et on allait extraire certaines séries temporelles. Donc, typiquement, ça pouvait être l'énergie moyenne au cours du temps, ça pouvait être le signal sur bruit maximum dans l'image, ça peut être le nombre de coups qu'on avait au cours du temps, etc. Et on allait utiliser un auto-encodeur variationnel. Donc là, celui qui était utilisé, c'était Donut. Donc on encodait, on passait dans un espace latent de dimension Z et après on décodait, comme on l'a déjà expliqué 15 fois maintenant aujourd'hui. Et ça nous permettait de calculer ce qu'on appelle un score d'anomalie. Parce qu'en fait, nous, l'objectif, c'est un événement transitoire par rapport à des données classiques. C'est quelque chose qui est quelque chose qu'on appelle anormal. Donc l'objectif, c'est de détecter cette anomalie-là. Donc là, dans les courbes que vous avez, c'est des données simulées. Vous avez en bleu foncé les données simulées où il n'y a que du bruit. Et en bleu clair, il se trouve qu'on a rajouté un sursaut que vous voyez assez bien déjà à ce niveau-là. Et donc l'objectif, c'est d'augmenter justement la significance de ce sursaut. Et donc c'est pour ça qu'on essaye donc justement, on va calculer donc ce score d'anomalie en minimisant la fonction de perte. Et on obtient à la fin ce qu'on appelle une anomalie globale, sur laquelle on peut tout simplement mettre un seuil, et ce qui nous permet de détecter notre sursaut gamma. Donc ça, c'était un démonstrateur, on l'a fait fonctionner sur des données simulées très sympathiques, et on se doutait bien que sur des données réelles, ça ne fonctionnait pas vraiment. Donc, on s'y attendait. Les données simulées, elles sont en rouge, et les données réelles, c'est celles qui sont en bleu. Et si on a l'impression que de temps en temps, ça suit à peu près, en fait, on a plusieurs problèmes qui ne sont pas pris en compte, et typiquement, ce qu'on n'avait pas pris en compte, c'est qu'un satellite, ça se balade dans la magnétosphère, et dans la magnétosphère, il y a des zones qu'on appelle de hautes particules, et ces zones de particules, ça va produire des éléments radioactifs, enfin, ça va interagir avec le satellite, et qui vont donc produire un nombre de photons parasites, qui deviennent du bruit, mais qui sont quand même parasites, qui sont assez élevés. Hein, donc c'est tous les pics que vous voyez là. Typiquement, nous, ça nous oblige à couper aussi parfois l'instrument à bord. Et donc, comme on s'y attendait, finalement, donc, cet algorithme-là, il ne fonctionnait pas. Donc, ce qui avait été décidé aussi, c'est que c'est quelque chose qui n'a pas encore été présenté,
Mais en fait, tous les projets qui sont en IA, vous pouvez demander d'avoir de l'aide par le PNRIA, donc le Projet national de recherche en intelligence artificielle. Et donc, ce qui avait été fait avant que j'arrive en test, c'est qu'on avait fait une demande de projet. Et donc, on a eu 2 ingénieurs du PNRIA qui sont venus travailler avec nous, justement sur cette problématique de détection d'événements transitoires. C'est quelque chose qui, je pense, pour toutes les personnes qui sont peut-être pas en stage mais au moins en test, ça peut être intéressant si jamais vous voulez avoir de l'aide sur le développement de certaines méthodes, parce que c'est des personnes qui s'y connaissent beaucoup plus. Et comme moi, là, l'objectif, c'est de développer potentiellement un grand nombre de méthodes, c'était beaucoup plus rapide que eux viennent m'aider, au lieu que je les développe tout seul et que je fasse que ça pour de ma thèse. Et donc, avec eux, on a pu développer plusieurs méthodes. Donc, on a développé tout d'abord une méthode qui est basée donc, sur les images. Donc, on oublie les séries temporelles et là, on va se concentrer juste sur une série d'images qu'on a faites. Alors, il se trouve que ces séries d'images, ça reste une série temporelle dans le temps, mais on pourrait considérer que ça n'est pas une, c'est juste un certain nombre d'images. Et l'objectif, ça va être de détecter donc, le petit point coloré que vous voyez à ce niveau-là. Et donc, pour ça, on a décidé d'utiliser un algorithme de clustering. Donc, on a un auto-encodeur qui va nous produire dans un espace de plus haute dimension. Et après, au lieu de, donc, par rapport aux méthodes classiques, on va se faire une méthode de clustering, c'est-à-dire qu'avec on va calculer une distance de chacun de nos images par rapport à un score global et on va pouvoir détecter des anomalies. Donc là, vous avez un exemple sur un vrai GRB qui avait été vu par Éclair. Et donc, on retrouve bien dans les sorties du clustering nos images qui correspondent à ce GRB et on remarque aussi qu'on a par contre une image qui n'a absolument rien à faire là. Donc, le problème de cet algorithme, c'est qu'il va toujours nous ressortir des anomalies, même si potentiellement il n'y en a pas dans les images. Il va toujours nous sortir les images qui sont le plus distantes du modèle entraîné. Donc, c'est quelque chose qu'il faudra qu'on améliore plus tard. Alors, on a aussi développé d'autres méthodes qui sont basées sur les séries temporelles. Par rapport à la première méthode qui avait été développée par Benjamin Arcier, là, on va faire un filtrage sur les données. C'est-à-dire qu'au lieu de donner juste une série temporelle, on va filtrer cette série temporelle. Et donc là, vous avez typiquement une courbe de lumière qui a été filtrée avec un filtre de Zariski-Golay, qui est un filtre polynomial local. Et donc après, sur ces séries temporelles filtrées, on a développé plusieurs méthodes de détection, soit une méthode très simple d'auto-encodeur non supervisé, ou alors on a aussi développé des méthodes qui utilisent des réseaux de neurones avec convolution, qui sont cette fois-ci supervisées. Là, par rapport à la méthode sur les images où c'était du clustering, c'est à nouveau de l'anomalie détection. De toute façon, nous, quand on fait l'objectif à chaque fois, ce sera de détecter une anomalie quand on aura des séries temporelles. Alors maintenant, je vais vous parler des résultats plus en détail qu'on a avec ces différentes méthodes. Pour la méthode sur les images, si on prend les vrais GRB simulés qui ont déjà été détectés, on a à peu près un taux de succès de 60%. Alors après, il faut savoir que c'est très très lié à la configuration du pré-processing qu'on lui donne. Nous, ce qu'on aimerait bien avoir, c'est une seule configuration nous permet d'avoir 100% de taux de réussite. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Avec la meilleure configuration, on nous donne 60%. Il se trouve qu'avec différentes configurations, on retrouve ce taux de 100%. Mais l'objectif, c'est d'avoir un seul modèle à entraîner. Parce que comme je vous l'ai montré sur ce gamma, si on veut après avoir la rémanence, il faut arriver très tôt. Sinon, on ne verra rien. Et donc, si on a trop de modèles à entraîner, on prendra trop de temps et donc ça ne nous intéressera pas. Et donc après, ce que j'avais fait moi, c'est que j'avais simulé sur ce gamma pour voir est-ce qu'on pouvait justement voir quelles étaient les meilleures configurations possibles. Et l'objectif de ces sursauts simulés, c'est des sursauts qu'on n'aurait pas détectés à bord, c'est-à-dire qu'ils sont trop faibles pour les détecter à bord. Il faut justement qu'on développe de nouvelles méthodes. Donc vous avez ici, selon leur position sur le plan, les taux de réussite. Et vous voyez, grosso modo, on tourne aux alentours de 20%. À nouveau, en changeant la configuration, on peut tous les retrouver. Le problème, c'est qu'il faudrait un nombre de configurations inimaginables. Il faudrait presque une cinquantaine pour pouvoir tous les retrouver. Donc ça ne fonctionne pas très bien. Alors, quelque chose par contre d'assez amusant, c'est que les méthodes qu'on a développées, ça permet très bien de détecter ce qu'on appelle les pixels bruyants. Donc, c'est le petit pixel là qui compte beaucoup plus que les autres, donc qui va polluer nos images, sachant que cette image-là, on pourrait croire qu'elle est à peu près correcte. En fait, non, elle est polluée à cause des différents pixels bruyants qu'il y a sur l'image. Donc, même si c'est pas forcément le premier objectif, quelque chose qui peut être utile. Et par contre, les méthodes qui sont basées donc que sur les séries temporelles, le gros problème, c'est comme je vous l'ai montré, parfois on a un nombre de coups qui va augmenter par rapport au nombre de coups classiques. On peut passer de 3000 coups de bruit de fond jusqu'à plus de 120 000 coups parfois. Et donc là, on va augmenter exponentiellement le nombre de fausses détections, et ce qui fait qu'ils sont absolument plus utilisables.
Et donc, qu'est-ce qu'il reste à faire? Déjà, là, on n'a pas pu entraîner encore les modèles sur des gros jeux de données. Les hommes, il venait juste d'être lancé. On n'avait pas énormément de jeux de données. Maintenant, on en a beaucoup plus. On a plus d'1 an de données. Et donc, on va pouvoir justement comparer les différents modèles et voir lesquels donnent les meilleurs résultats. Quelque chose qu'il faut aussi qu'on prenne en compte, c'est que selon la position de l'orbite, peut être dans différentes zones. La zone rouge que vous voyez là, c'est une zone où typiquement on éteint l'instrument éclair parce que justement il y a trop de particules dans cette zone. Et donc selon la position du satellite sur l'orbite, il va falloir potentiellement il semblerait qu'on puisse améliorer les systèmes de détection en faisant différents modèles selon quelles sont les positions sur l'orbite. Voilà. Et également, il faudrait qu'on prenne en compte, là je vous ai pas tout montré, mais il se trouve qu'on a la Terre qui passe dans Cholvue régulièrement. Il se trouve qu'on a aussi un certain nombre de sources connues en rayon X, que je vous ai pas montré là, mais qui existent dans les images et qui vont nous polluer les images. Et il faudrait voir à quel point est-ce que ça va nous poser problème dans le futur pour les détections et des événements transitoires.